La semaine dernière, je vous ai volontairement mis en suspens ce qui allait arriver cette semaine, parce que j'avoue que même moi, j'étais pas sûr de quoi faire. Et finalement, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, pourquoi pas vous faire découvrir des œuvres cinématographiques et musicales qui ne sont vraiment pas connues du grand public et que moi, j'ai surkiffé, que j'ai adoré. Donc aujourd'hui, Yoli Bozega, c'est Chibol, ça va être le 14e top 10, mes 10 préférés. Et ça va être un top 10 donc de mes découvertes récentes en termes de films et d'artistes musicaux. En fait, il y en a 12 vu que 2 mentions honorables. Mais quand même, donc je vais vous faire découvrir 6 artistes, groupes et 6 films que j'ai vus très dernièrement, hein, il y a moins d'un an. Et donc je vous ai pas parlé, en tout cas que je me souviens pas vous avoir parlé extrêmement longtemps. Donc sans plus tarder, commençons avec le premier groupe et c'est un groupe assez spécial parce que déjà, je vais le dire d'avance, il y a juste deux trucs de K-pop sur les six. Donc je me suis un peu limité, je me suis un peu creusé les méninges et j'ai réussi à trouver des trucs très intéressants comme ce groupe qui est un groupe japonais qui commence à dater. Hein. Ils font plus d'albums parce qu'il y en a juste un des trois membres qui est encore vivant. Euh, mais c'est un groupe que mon ami Nick m'a fait connaître et j'étais pas sûr que j'allais kiffer parce que c'était que du musical. Et d'habitude, dans ma liste, je ne rajoute pas de musical, juste des artistes avec des paroles. Mais il y avait un des membres de ce groupe-là que je connaissais d'une autre chanson. Et avant d'en parler plus, je vais vous dire le nom. Les initiales, c'est YMO ou YIMO. Mais le vrai nom, c'est Yellow Magic Orchestra. Bon, oui, je sais, le fond est rouge. Mais en fait, le Yellow, vu qu'ils sont japonais, Yellow, j'extrapole pas. Hein. C'est vraiment ça la définition même. En fait, le délire, c'est le Yellow, c'est leur identité japonaise. Littéralement, c'est pas moi qui ai créé ça. C'est écrit des années 70, ce groupe-là. Le Magic, c'est parce que c'est de la musique magique parce qu'ils veulent se valoriser. Hein? Et orchestra, parce que c'est que, comme j'ai dit, c'est que du musical. Il n'y a pas de paroles. Et si je m'abuse, et en fait non, je m'abuse pas parce que je le sais, un des membres s'appelle Ryuichi Sakamoto. Et si vous avez écouté l'album de Suga D-Day, vous connaissez puisqu'il a fait la musique d'une des chansons, la chanson Snooze, qu'il a fait avec un des membres de The Rose. Et c'est un excellent musical. Et quand j'ai entendu parler du groupe et que c'était lui qui était dedans, j'ai été évidemment curieux de savoir à quoi ça ressemblait. Il y avait quand même beaucoup d'albums. Donc je vais checker Yellow Magic Orchestra. Et c'est un groupe qui existe depuis 78, mais qui n'existe plus vraiment maintenant. Hein. Ils ont eu 4 périodes d'activité. 78 à 84, 92 à 93, 2002 à 2004, puis 2007 à 2012. Puis là, il y en a deux qui sont morts. Hein. Il y a Haruomi Osono, qui est le seul encore vivant, Yukihiro Takahashi et donc Ryuichi Sakamoto, dont je vous ai parlé. Et eux autres ont quand même fait beaucoup d'albums. On en a fait 3, 6, enfin 6, on en fait 7. Donc un album éponyme en 78, Solid State Survivor en 79, PGM en 81, Technodelic en 81 aussi, Naughty Boy Oh Boys en 83, et Service en 83 aussi, et Technodon en 93. Donc ils ont fait beaucoup de projets musicaux assez différents les uns des autres. Personnellement, j'ai mis une chanson du premier album qui s'appelle Firecracker et deux chansons du deuxième album qui s'appelle, si je m'abuse, Technopolis et Riding. En fait, la particularité, c'est que c'est vraiment des sons très étranges. Et pourquoi c'est étrange? Dis-moi, déjà juste le fait que ce soit un peu expérimental, mais c'est pas tant ça l'affaire qui m'intéresse, c'est japonais. Mais moi, je veux connaître le plus de choses possibles qui est japonais. Et la musicalité, comme j'ai dit, c'est unique en son genre. Il y a des bruits de synthé. C'est de l'électro. C'est de l'électro expérimental japonais. On pourrait le décrire d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Et c'est très particulier. J'étais pas sûr d'aimer, mais j'ai tous les albums et j'en ai quand même retenu trois qui étaient particulièrement intéressantes. Donc, si vous êtes dans la musique orchestrale, instrumentale, électro, qui date un peu quand même, faut s'habituer aux sonorités qui datent un peu, mais c'est pas grave parce que beaucoup de classiques datent des années du 20e siècle.
Donc, je vous encourage, si votre délire, c'est l'instrumental expérimental électro. Un beau bordel. Bref, maintenant, recommandation de film cette fois-ci, et Nick va encore être très content puisque je vais parler de l'un de ses réalisateurs préférés, Paul Thomas Anderson. Et ce réalisateur-là, pendant un long bout, j'ai aimé beaucoup un seul de ses films, Boogie Nights, que je conseillerais évidemment aussi. C'est sur l'industrie de la pornographie. Mais il y a aussi son dernier qui a gagné le score, One Battle After Another, et évidemment, pas tant évidemment, mais quand même un peu un classique, Licorice Pizza. Mais la majorité des autres films, There Will Be Blood, Phantom Thread, ou c'est quoi le nom déjà? Celui avec Adam Sandler, Punch Drunk Love. J'avais une relation assez ambiguë avec PTA parce qu'honnêtement, j'avais pas vu de film qui m'avait vraiment dit que c'était un grand réalisateur à l'auteur de ce que Nick dit. Et dernièrement, il y a moins de. Enfin, je l'ai vu en fin février, je crois. J'ai vu le film qui enfin m'a fait adorer un film de PTA, comme on l'appelle chez nous, fans de cinéma. Et c'est son film de 1999, Magnolia. Et comme vous pouvez voir ici, c'est un film qui a donc beaucoup de gros acteurs, dont Tom Cruise, mais aussi Philip Baker Hall, Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore, William H. Macy, John C. Reilly. Si vous êtes dans le cinéma, c'est quand même des acteurs qui vous disent un minimum quelque chose. C'est même dans le top 500 Letterboxd, c'est très très bien noté. Donc, en gros, c'est un jour random à San Francisco. Un père mourant, une jeune femme, une jeune femme, quelqu'un qui s'occupe de quelqu'un de malade, un caretaker, a famous lost son, a police officer in love, a boy genius, an ex-boy genius, a game show host, and an estranged daughter. Donc en gros, c'est 9 personnes qui sont pas ensemble, mais qui sont dans la même ville et qui vivent une seule journée. C'est une très grande fresque de 3h08, donc 188 minutes. Si vous êtes prêts, allez-y. Mais c'est pas fait pour tout le monde, des films aussi longs, j'en suis conscient. Et la particularité de ce film-là, parce que ça a l'air classique, même un peu mélangeant, on peut se dire pourquoi il y a des gens qui n'ont rien à voir et qu'on voit. On échange constamment. C'est une grande fresque. Donc on échange constamment de personnes. En fait, la particularité, c'est que c'est un film, si je m'abuse, sur les coïncidences. Parce qu'au début, l'intro, que je trouve très très bonne, t'as des faits divers. Qui n'ont rien à voir avec le film, mais t'as des faits divers qui sont crazy. Admettons, t'as un gars au début qui veut se tuer. Il saute d'un étage et en même temps, il se fait tirer dans le bide par un gun, genre un gun de chasse. Donc, il danse, il crève sur le coup. Mais l'affaire, c'est que s'il n'avait pas reçu de truc dans le bide, il serait tombé sur un truc qui l'aurait sauvé la vie. Et c'est qui a tiré avec le gun? Ses parents. Donc, c'est un film sur les coïncidences. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est l'ampleur du film. Ce film-là aurait été 2 fois plus court, ou même aurait été une heure, même une demi-heure plus court, que ça n'aurait pas eu la même force. PTA a ce don de créer des films qu'on s'attend pas et qui sont extrêmement différents de toutes les autres. Même si je les ai pas aimés, je peux pas nier que la différence entre le monde de la couture de Phantom Thread, la révolution de One Battle, l'industrie du porno avec... putain... Ah! Avec Boogie Nights et ce film-là, donc, qui parle des coïncidences et de comment une vie peut être influencée par d'autres, et voilà. PTA a donc créé des films qui, à chaque fois, sont extrêmement différents. Et c'est ce qui fait son charme, et c'est ce film-là qui m'a eu personnellement. Donc, je vous le conseille si vous avez une soirée complète ou une après-midi complète à utiliser pour voir un film. Si vous voulez voir, en numéro 8, un truc un petit peu plus court, mais avec beaucoup plus d'action, j'ai quelque chose pour vous d'un pays dont vous ne vous entendez même pas. The Raid, qui est un film indonésien créé par un mec du Pays de Galles. C'est un sacré bordel. Lui, c'est beaucoup plus court, c'est 144 minutes, et ça tombe bien, vu que j'ai le DVD, je peux lire le synopsis.
Donc, nouvelle recrue d'une unité d'élite des forces spéciales, Rama reçoit l'ordre de rester en retrait au cours d'une mission. Déloger l'impitoyable baron de la drogue Tama, pour mélanger Rama et Tama, d'un immeuble délabré. Quand un guetteur les repère, Tama offre sa protection éternelle à tous les tueurs, voleurs et gangsters de l'édifice en échange de la tête des intrus. Une fois le chef de la police tombé, Rama va devoir prendre sa place et user de toute sa force de combat à travers toutes les pièces de tous les étages pour remplir sa mission et s'en sortir vivant. Donc, la spécificité de ce film-là, c'est souvent considéré comme un des meilleurs films d'action du cinéma. C'est écrit 1 minute de romance, 99 minutes de carnage sans arrêt. Et en arrière, c'est même écrit l'un des meilleurs films d'action jamais faits. Et je peux totalement comprendre pourquoi quelqu'un dit ça, parce que ça se passe dans un espace cloisonné. C'est un seul gros bâtiment rempli de tueurs à gages, de gangsters, et avec un baron de la drogue qui est au top de tout. Donc, c'est un film d'action pure. L'histoire, il n'y en a pas vraiment, à part survivre, littéralement. Et je pense justement que j'ai vu un film dernièrement que c'était un peu le même délire, en mode, la seule histoire, c'est il faut survivre. House, hein, j'ai rewatch House, c'est littéralement ça le principe des meufs à la fin, c'est d'essayer de survivre. Bon, spoil pour House, ils réussissent pas. Mais dans The Raid, je vous laisse le découvrir. Il y a une suite qui est un petit peu moins bonne, j'ai mis 4,5, mais si vous avez surkiffé le premier The Raid, je ne peux que conseiller le 2, parce que niveau performance d'action, niveau cascade, c'est une folie pure. C'est des performances qu'on n'aurait jamais cru possible facilement. Enfin, je pense que ça n'a pas été fait facilement, mais ce que je veux dire, c'est que ça a l'air facile quand tu regardes ça, quand tu regardes faire. C'est très très violent, je ne le conseille pas si vous êtes sensible très facilement, mais la spécificité, c'est l'ambiance claustrophobe du film, qui est pas tant dans le 2, même si l'action quand même rattrape beaucoup. Voilà. Donc, si vous êtes dans les gros films d'action bourrins, mais que vous voulez quand même voir quelque chose d'un peu différent de claustrophobe, voilà, je conseille à 100% The Raid. Surtout le premier, mais le deuxième aussi est très très bon. En septième, vous l'avez vu aussi sur la miniature, c'est le seul groupe de K-pop que je me suis permis de mettre dans la liste. Et c'est donc le top 7. C'est un groupe qui est très particulier parce que d'habitude, on désigne un groupe K-pop par un girl band pour les filles et un boys band pour les gars ou les solos. Mais là, on peut pas dire aucun d'entre eux. Parce que le top 7, c'est X-Love. Et là, vous regardez. Est-ce que c'est des hommes ou des femmes? Eh bien, ni un ni l'autre. Enfin, en fait, biologiquement parlant, c'est des hommes. Sauf que si je suis pas trop con, et j'espère pas me fourrer, je veux pas me mettre les LGBTQ+, en dos, c'est des transgenres. Ou non. C'est des androgynes? Putain, je le sais jamais. Mais en tout cas, X-Love, c'est un groupe qui a commencé l'an dernier, qui ont donc sorti le single Amobi et 2 mini-albums. L'album I Want et Unlove, écrit UXLXVE, mais ça se lit Unlove. Et donc, c'est quoi la spécificité? Comme j'ai dit, c'est que c'est un groupe qui est composé donc, de 4 membres qui sont déjà de 4 pays différents, déjà. Donc on peut se dire, ah, est-ce que c'est vraiment de la K-pop à partir du moment où il y a un Coréen, un Japonais, un Taïwanais, un Chinois? Moi, je considère que oui, parce qu'au moins, il reste asiatique. Fait qu'est-ce que c'est 100% K-pop? À vous de voir. Mais moi, selon moi, oui. Putain, je me rends compte que le plus jeune, il est plus jeune que moi. Mais bon. Et donc, la spécificité, c'est ça, c'est non-genré. En fait, c'est pas transgenre ou... voilà, c'est non-genré. Donc, ça veut dire qu'ils se considèrent comme étant neutres. Donc, pour être neutres, ils sont physiquement habillés plus féminins, mais biologiquement, c'est des hommes. Fait que s'ils ont les deux, fait que ça s'annule, ça devient neutre, et ils sont genderless. Ils se considèrent tous comme étant... Ça, c'est fluide. C'est ça, c'est gender fluid. Je pense que c'est ça, j'ai enfin trouvé le bon terme. Faudrait que je lise plus mes livres de sexualité pour que j'arrête de me fourrer. Mais voilà. Donc, X-Love, la particularité, c'est que c'est un groupe gender fluide. Donc, tous les mecs
un peu méprisants de la K-pop qui disent ah, les gars de la K-pop, on dirait des meufs. Mais d'habitude, c'est faux. Hein, tu regardes Big Bang, EXO, Stray Kids. Bon, Stray Kids, des fois, il y a Felix. Mais quand même, BTS, tu vois quand même que c'est des mecs. C'est assez facile à deviner. Eux autres, si un mec, il voit juste ça puis il dit ah, c'est de la K-pop, c'est sûr qu'il pourrait commencer à dire des conneries. Parce que oui, c'est un fake. Eux autres ont l'air de meufs, mais c'est totalement intentionnel. C'est totalement le but du truc qui ressemble à ça. Mais bref, niveau musical, c'est assez particulier. En même temps, j'ai choisi que des artistes qui sont assez particuliers au niveau de ce qu'ils sont. Euh, donc, et les chansons que j'ai mises, donc I Am a Bee, il y a, donc, comme j'ai dit, One, putain, I One, qui est la chanson que j'ai mis, qui est la meilleure, en tout cas, je trouve que c'est la meilleure, qui est One and Only. Et On Love, il y en a plus qu'une, mais la préférée, c'est Riz. Ouais, je méprisais les termes d'argot de la Gen Alpha et maintenant j'ai deux chansons qui s'appellent Skibidi et une qui s'appelle Riz. Je me suis fait. Je me suis fait hanter par un fantôme d'un Gen A, faut croire. Mais bref. Si vous voulez découvrir un groupe de K-pop qui ressemble à absolument aucun autre, avec une histoire unique, des sons particuliers aussi, parce qu'ils ont une voix qui est aussi très neutre. Niveau genre, je veux dire. Donc, si vous êtes à la fois fan de groupes féminins et masculins et que vous voulez voir un groupe qui est un peu des deux en même temps, c'est l'occasion avec X-Love. Pour continuer, un autre film que je trouve vraiment excellent, qui est d'un réalisateur japonais extrêmement connu de de la sphère cinéphile, mais pas tant à l'extérieur, qui s'appelle donc Akira Kurosawa. Et donc c'est le plus vieux film, hein, je ne l'ai pas dit, mais Magnolia c'est un film de 99 et The Raid un film de 2011, donc c'est pas des films très très vieux. Mais dans ce cas-ci, oui. Dans ce cas-ci, oui, c'est un film de 1950, donc faut pas que ça vous dérange de voir un film qui date. Et ce film-là, c'est Rashomon. Le principe de Rashomon est assez simple, mais très ingénieux, surtout pour un film de plus de 70 ans. En gros, ça se passe au 10e, 11e siècle au Japon. Et il y a trois hommes qui se mettent sous un temple parce qu'il pleut. Ben, il pleut, donc ils se mettent sous un temple et ils racontent un fait divers. La mort d'un samouraï en forêt. Ça peut sembler neutre, mais ce qui est particulier, c'est que chacun des trois hommes ont une vision différente de l'histoire. Donc, le film, qui est ultra court, si je m'abuse, qui est 100 minutes de moins que Magnolia, donc littéralement 1h28, donc c'est vraiment très très court. Donc, littéralement, c'est quatre personnes racontent différentes versions de l'histoire de la mort d'un homme, donc c'est la mort d'un samouraï, et de l'agression de sa femme. Donc, il y a quatre personnes qui se rencontrent par pur hasard en dessous d'un temple et qui racontent quatre fois la même histoire, mais sous des points de vue différents. Et ça a carrément créé un terme argotique au cinéma, c'est l'effet Rashomon, qui est littéralement le principe de raconter la même histoire sous différents points de vue. Et ça, j'ai adoré. Je pense que c'est le plus vieux film dont j'ai mis 5 étoiles. Et justement, un autre film du réalisateur, Les 7 Samouraïs, donc j'ai très hâte de le voir. Surtout que je sais qu'Akira Kurosawa, c'est un très très gros réalisateur qui a beaucoup de films très très bien notés. Donc, pour Rashomon, si les vieux films, ça vous dérange pas, que allez sur Internet Archive, vous allez le trouver. Sous-titre anglais. Évidemment, il n'y a pas de doublage d'un film des années 50 qui vient du pays nippon. Mais voilà, le principe même du film, je le trouve formidable parce que il a littéralement créé un genre. Ni plus ni moins. Donc, allez le voir sur Internet Archive. Je vous dis, vous allez péter votre crâne tellement c'est bien. Il reste deux films, mais avant ça, je vais vous parler de trois autres artistes que j'ai découverts très dernièrement. Il y en a un qui est le plus connu de la gang, et c'est un des membres du groupe NCT. Donc, c'est bien connu que les groupes de K-pop font des chansons solo. Chaque membre peut faire des chansons solo, comme Baekhyun avec EXO. Chaque BTS a fait du solo.
Les Big Bang, ils en font, ils en ont sorti depuis les 3-4 dernières années. Et bien là, NCT, c'est leur tour, et le membre dont je vais vous parler, c'est Jaehyun. Et pourquoi Jaehyun en particulier? Parce qu'il fait du jazz, tout comme V de BTS. Et pourquoi j'adore autant de jazz? Je pense que c'est grâce à Persona 5, déjà. Mais l'affaire, c'est que Dame, quand j'ai découvert son premier album solo, qui s'appelle juste J, littéralement, c'est juste J, pour Jaehyun, et j'ai découvert Can Get You en premier lieu, et après Completely et Roses. J'ai découvert, le mood est fou. C'est groovy, mais ça me fait chier de pas pouvoir faire écouter, parce que je sais que si je écoutais des bouts de tunes, je vais me faire strike. Mais bon, croyez-moi, Jaehyun, c'est... Bah, j'ai d'autres chansons de mon solo de NCT, mais lui, en particulier, c'est une sacrée dinguerie, parce que ça met vraiment dans un mood ultra... un mood un peu comme vie, il y a une voix jazz. Voilà, tout simplement. Et vu que le jazz, c'est mon deuxième style préféré après la K-pop, je ne peux que super adorer. Oui, c'est vrai, j'ai peut-être un peu triché. Je pense que lui, je l'ai connu en 2024. Pardon. Mais je pense que ça vaut quand même la peine d'en parler, parce que de tous les projets que les solos d'NCT ont fait, c'est lui que j'ai trouvé le plus intéressant. Donc si vous êtes à la fois dans la K-pop et dans le jazz, c'est pour vous, sans problème. En quatrième, encore un artiste, mais cette fois-ci, pas coréen, pas japonais, il reste quand même asiatique. Et je vous dis, même ceux qui n'ont pas rapport avec la K-pop, ils ont un rapport avec l'Asie. Il y en a deux japonais, et il y en a deux qui ont des origines vietnamiennes. Donc au final, tous les artistes ont un lien, ne serait-ce que minime, avec l'Asie en général. Et cet artiste-là, c'est une histoire très particulière, parce que j'étais simplement en déconnecté sur mon YouTube, et on m'a proposé sa plus récente chanson, à l'époque, au début de l'année, et j'ai suradoré, et c'est encore maintenant ma chanson préférée de l'année. Et ces deux autres chansons sorties cette année, 11e et 15e de mon top 50. On est sur ce niveau de dinguerie. Là, je suis sûr à 100% que vous connaissez pas ce gars-là, parce qu'il est très peu connu. En tout cas, pas autant que la mention honorable, mais presque. Johnny Wynn. Ça s'écrit pas W-I-N, mais H-U-Y-N-H, vu qu'il y a des origines vietnamiennes, comme j'ai dit. Donc déjà, premier lieu, quel sacré beau gosse. Ça, c'est indéniable. J'ai vu ça blonde, c'est du même calibre. Donc, la chanson que j'ai découvert, c'est Bleed My Love, et après, il a sorti Better On Me et Oxygen, et il va sortir Heavens on Fire, qui, je pense, si j'ai bien compris, c'est un album. Sinon, c'est juste une chanson, qui c'est déjà bien. On va avoir 4 tunes, mais là, j'ai de misère à croire que 4 tunes, il va pas avoir d'album. Là. Donc, la particularité de Jenny Wynn, à part être ultra beau gosse, c'est des chansons au thème ultra classique. Ça, c'est indéniable. Comme Better On Me, il y a le bridge, je crois que ça s'appelle, juste avant le refrain, c'est You look good even next to him, but you look better on me. Donc, t'as l'air bien même à côté de lui, mais t'as l'air meilleur à côté de moi. Et Oxygen, ben c'est You bring me back to life like oxygen. Tu me rends la vie comme de l'oxygène. Tu es l'air que j'ai besoin dans mes poumons. Littéralement, je lis les paroles telles quelles. Les paroles en soi sont assez classiques sur des chansons d'amour. Ouais, pas sur l'amour, genre le grand amour, à part peut-être. Non, même pas Bleed My Love. Enfin, non, Oxygen, oui. Tu es l'air que j'ai besoin dans mes poumons. Je pense que c'est assez l'amour pourpre. Je vais dire l'amour pourpre. L'amour pur. Mais l'affaire avec Jenny Wynn, c'est sa voix. À quel point il croit en ses paroles. L'intensité de son débit vocal est fou. J'aurais pas mis ces 3 tunes dans mon top 15 de l'année, et surtout l'une d'elles en top 1 devant BTS, 80s ou P1 Harmony, devant toute la K-pop, sans croire à fond en ce qu'il dit. C'est une folie. Ce gars-là,
c'est un des gars les plus passionnés dans ses paroles que j'ai jamais entendu. Donc franchement, c'est la découverte de l'année pour moi en ce moment. Donc, franchement, je sais que ça peut paraître redondant de tout le temps parler de chansons d'amour, mais lui, il croit, mais à un point fou. Donc franchement, si vous devriez écouter un seul artiste qui parle d'amour sous ses différentes formes, Johnny Wynn, allez-y, sans tarder, c'est une folie furieuse. À quel point il croit en ce qu'il dit. Et particularité, le prochain artiste que je vais vous parler, plutôt le prochain groupe, c'est, j'en ai un petit peu parlé quand j'ai parlé de Dr. Stone l'an dernier, c'est la chanson que j'ai préférée l'an dernier. Donc actuellement, Johnny Wynn est top 1 de 2026, mais en 2025, c'est Casanova Posse, donc l'opening, je crois, 6 de Dr. Stone, ou 7, qui était ma chanson préférée de l'année, même si ça se tapait entre drapeaux de... parce que je l'avais pas dit que c'est Ali. Ben, si vous avez regardé la playlist, oui, mais je l'avais pas dit parce que je savais pas quand j'avais fait la vidéo. Mais c'est bien euh, la chanson de Dr. Stone qui a fini top 1, même si drapeau de David, Truman de Felix et Han et Your Idol de Saja Boys ont quand même été très très proches. C'est quand même ce groupe-là qui a réussi à finir en top 1 l'an dernier. Et c'est le groupe dans ceux que je vais vous parler dont j'ai le plus de tunes. Parce que tous les autres que j'ai parlé jusqu'à date, j'en ai 3, mais eux, j'en ai 7. Dont seulement 2 en solo, dont celle que vous connaissez. Donc, je vais pas laisser le suspense davantage. Le groupe s'appelle Ali. Et qui veut dire Alien Liberty International, je crois. Ouais, ça veut pas dire grand-chose. Mais l'affaire de ce groupe-là, c'est que chaque musique qu'ils font ont un style différent. Et c'est même pas chaque tune sur un différent album. Non, non. C'est chaque chanson individuelle a un style complètement différent. Admettons, je prends une chanson qui s'appelle El Mariachi. C'est comme le titre il dit, c'est un beat un peu latino. Alors que si on va sur Casanova Posse, on est plus sur un rythme un peu disco, fête, célébration de l'amitié, de la vie. Et là, on plonge dans Choose Life. C'est une chanson sur la vie, sur le fait de choisir la vie, de tout le temps aller de l'avant. Et etc., etc. Ils ont fait donc Dr. Stone, ils ont fait une autre chanson pour Jujutsu Kaisen. J'ai la toune, c'est ça le pire, j'ai la toune, même si j'ai pas regardé Jujutsu, désolé. Mais l'ending Lost in Paradise est fou. Il y a aussi Love is Killing Me, qui est aussi une tune de l'an dernier. Lonely Lonely. Donc il y a vraiment beaucoup de styles différents. Et ce qui est particulier, c'est que j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de featuring. En plus, oui, j'ai une pensée, il y a aussi une chanson avec Creepy Nuts. Et pourquoi je peux parler de Creepy Nuts? C'est parce que Creepy Nuts sont déjà assez connus. Alors qu'Ali, c'est plus limité. En Creepy Nuts, on Dan Dadan, on Mashal et on Yufukashi no Uta, Call of the Night de son nom anglais, qui a littéralement créé l'œuvre. La chanson de Creepy Nuts, Yufukashi no Uta a créé Call of the Night, littéralement. Donc moi je trouve que quand même que c'est trop connu pour que j'en parle ici, mais je vais quand même une petite mention parce que Creepy Nuts, ça reste aussi une excellente découverte que j'ai faite. Et il y a une des chansons, Teenage City Riot, où c'est en featuring avec Creepy Nuts. Donc on a Ali avec Creepy Nuts. Donc évidemment, c'est ma préférée après dans ma Casanova Posse parce que c'est quand même un opening d'un anime que j'adore. Mais voilà, ce que je voulais dire à la base, c'est qu'Ali, c'est un groupe, si je m'abuse, qui a que des Asiatiques, mais avec d'autres origines. Le gars principal, c'est le seul que vous allez voir à chaque fois, qui est donc le chanteur principal, je ne sais plus de son nom, mais il y a un physiquement et même un peu au niveau de la voix, il y a quelque chose d'autre qu'asiatique, parce qu'il me semble qu'il y a des origines justement hispaniques, et je pense qu'il y en a une autre qui est d'origine qui est une afro-asiatique. Donc il y a vraiment. C'est un groupe 100% japonais, mais avec que des membres qui sont pas que japonais. Donc on est quand même sur quelque chose de très 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 particulier. Et encore là, conseil absolu. Avant de parler des 2 derniers films, d'habitude je fais ça avant le 1, mais là les 2 sont très égales. Il y en a un qui est top 39 et l'autre top 40 dans mon top Letterboxd.
Fait qu'avant, je vais vous parler des deux artistes, de l'artiste et du film en mention honorable. En musique, pour mentionner, c'est un gars que je vous ai un petit peu parlé lors de la vidéo sur la voix l'an dernier, donc la première, non, il y a 2 ans, donc la première critique, c'est Charles Goelen, qui lui aussi est d'origine vietnamienne et belge, si je m'abuse. Et ce qui est fou, c'est que j'ai pas juste cette image-là de lui, j'ai aussi celle-ci avec moi. J'aurais pu mettre ça en photo de profil, mais vu que c'est juste une mention honorable, ça aurait été un peu chiant. Donc, j'ai découvert, ça fait plus que 1 an, ça fait au moins 2 ans. Oh fuck, j'ai une putain. Je vais corriger ça après. Donc, lui, j'ai découvert à la voix il y a 2 ans, donc ça fait plus longtemps, mais j'ai seulement mis des chansons de lui cette année. Mettez où et Aimer lentement, qui sont deux chansons, deux singles. Euh, et lui, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a une voix comme celle de Pierre Lapointe. Mais sans que les musiques aient rien à voir avec Pierre Lapointe. Il n'a même pas été avec Pierre Lapointe à la voix. Hein. Je pense qu'il était avec Corneille. Il a été volé par Mario, je crois. Mais bref, ça, j'ai déjà mentionné. Donc, pourquoi je l'ai mis là-dedans? Parce que j'ai rajouté des tonnes après l'avoir vu en spectacle. J'ai pas fait une vidéo sur ce spectacle-là. Parce que c'était un spectacle un peu dernière minute. Puis j'avais déjà un bon plan de vidéo quand j'avais vu le spectacle. Mais c'est un spectacle dans un dojo. Et si vous avez vu sur Instagram et Facebook, je l'ai mis, je l'ai publié. C'est une des seules choses que j'ai publiées sur ces réseaux sociaux-là qui est ni un don de sang, ni une vidéo. Donc c'est sûr que vous l'avez vu. Donc, une belle soirée passée au dojo de karaté Shinkyo Sujin de Longueuil pour aller voir l'un de mes candidats préférés de la 10e saison de La Voix, le talentueux Charles Goelen. En plus de quelques très bonnes collations comme souper, c'était à l'heure du souper, mais il y avait pleinement à bouffer pour que je ne meure pas de faim. Nous encouragions, en plus de cet artiste à la magnifique voix, le voyage de jeunes pratiquants d'art martial dans leur voyage au Japon. Donc ça fait d'une pierre 3 coups. Donc on s'en va voir un gars qu'on adore, on encourage un voyage pour des artistes martiaux, et en plus, on bouffe de la bonne bouffe. Donc parfait, ça fait 3, comme j'ai dit, 3 pierres d'un coup. N'hésitez pas à écouter ces covers et créations originales si les timbres uniques sont ce que vous cherchez chez un chanteur. Bon, j'ai dit que ça ressemblait à Pierre, mais il y a quand même un petit grain de voix particulier. Et honnêtement, c'est du bonbon. C'est moins intense que Johnny Wynn, même si là on reste dans le thème, on reste un peu dans le thème de l'amour. Si vous connaissez un peu King Melrose, Mettez où ressemble un peu à Poser un lapin. C'est un peu une chanson sur. Tu pensais avoir un rendez-vous, mais non, je t'ai posé un lapin, c'est ce genre d'affaire-là. T'as Aimé lentement, qui est sur l'évolution lente d'une relation. Donc, encore là, on est sur de l'amour. Mais moi, ce qui m'intéresse pour Johnny Wynn et Charles Goelen, c'est le fait que ces deux artistes qui croient à 100% à leurs paroles, qui sont à fond dans leur message. C'est ça que j'adore de ces deux gars-là. Et comme dernier film, avant de vous parler des deux premiers qui sont absolument formidables, laissez-moi vous parler d'une autre œuvre unique en son genre, qui est une autre œuvre japonaise, même si c'est pas d'un artiste aussi connu qu'Akira Kurosawa. C'est Juzo Itami. Est-ce que je dis de la merde? J'espère que non. Mais en tout cas, ce qui est particulier, c'est un film de 85. Juzo Itami. Donc, c'est un film très particulier qui est un western noodle. C'est comme ça, littéralement, qu'il mentionne. Et ce film s'appelle Tampopo. Tampopo, c'est le nom du personnage principal. Et c'est quoi la particularité de ce film-là? Donc, je vais lire ce qui est écrit. Donc, c'est... Paean. C'est quoi ça? P-A-E-A-N. Bref. En gros, c'est un film sur la joie de la bouffe. Sur la joie de la cuisine ensemble. Et donc, tu as un duo de truckers qui s'arrêtent à un stand, à un resto de noodles, donc de ramen, et qui vont aider la dame de l'endroit, Tampopo, à faire des meilleures pâtes. Tout simplement. Donc, Donc, elle veut absolument qu'ils l'aident, donc ils le font. Elle veut l'expert de l'art de faire des nouilles, une soupe aux nouilles. Donc, on peut se dire, hein?
Un film sur une femme qui fait des nouilles, c'est tout. Avec un cowboy qui l'aide. Oui, et c'est ça qui est fou. C'est que ça a beau être juste. Enfin, pas juste, c'est très particulier. Ça a beau être une meuf qui fait des nouilles avec un cowboy au Japon. C'est un chef-d'œuvre. Et c'est ça qui est fou. Ça a 4,2 de moyenne ou 4,1 en tout cas. Entre 80%. Et il y a des moments. C'est le Japon, hein, il faut s'en douter. Pas tant dans Rashomon. Rashomon reste plutôt straightforward. Mais Tampopo est très, très drôle. Le Japon réussit à faire des trucs hilarants alors que, autre époque, autre culture. Avec un style inédit. C'est fou que ça soit aussi universel à quel point les trucs dans ce film-là sont drôles. C'est sûr, l'humour a aidé que ça rentre. Je pense que si ça n'avait pas été aussi drôle, j'aurais peut-être mis 4,5. Parce que c'est quand même assez bas dans mon top, mais quand même, assez là pour le mentionner. Et franchement, si vous voulez voir un film absurde, mais à la fois touchant et hilarant, et ça peut même faire apprendre des choses sur la bouffe, allez-y. Vraiment, c'est une très très bonne idée. Chaque film dans cette liste-là a des très très bonnes idées. Et donc, je vais enfin vous parler des deux premiers qui sont deux films que j'ai en boîte et qui sont uniques en leur genre et que j'ai suradoré dès la première écoute. Pour commencer, c'est un film de Spike Jonze qui a créé Her, qui sont encore son dernier film. Il devrait en faire un, ça serait pas pire. J'avais, moi, juste aimé tout court. J'avais pas suradoré, mais j'avais aimé correctement. C'était à 4 que j'avais mis à Her. Mais j'ai quand même voulu voir d'autres films de lui et Christy que j'ai bien fait parce que le reste de l'œuvre de Spike Jonze, c'est une masterclass. En commençant par le film qui est en top 40 dans ma liste, mais qui est top 2 dans mon classement, Adaptation. C'est une dinguerie. Je vais vous lire le synopsis, vous allez dire c'est donc bien classique, mais t'inquiète. Le réalisateur Spike Jonze livre une comédie remarquablement originale qui marie en douceur des personnages fictifs et des situations mettant en scène les vies de gens bien réels. Un chasseur d'orchidées obsessif, John Laroche, un journaliste du New Yorker, Susan Orlean, un scénariste d'Hollywood, Charlie Kaufman et son frère jumeau Donald. Alors que Charlie se démène pour adapter le best-seller de Susan Orlean, Le voleur d'orchidées, il se met en scène dans son propre scénario. Les histoires variées et qui émergent de son imagination se heurtent les unes aux autres pour créer un film furieusement inventif. Adaptation, le film dont on a le plus parlé cette année, est à la fois un drame hilarant et une comédie émouvante. Ce film à voir à tout prix est le plus ingénieux et le mieux joué de l'année avec Nicolas Cage, Meryl Streep et Chris Cooper, qui a gagné un Oscar le dernier, au meilleur de leur or pour le scénariste Charlie Kaufman et le réalisateur Spike Jonze, les créateurs Dans la peau de John Malkovich. On va en parler de John Malkovich. Qu'est-ce qui est particulier dans cette œuvre-là, c'est que ça brise le 5e mur. Si vous avez vu la vidéo de Farod, vous savez déjà un peu c'est quoi. Et en fait, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu similaire. En gros, Shani Kaufman, Suzanne Orlean et John Laroche, c'est 3 vraies personnes. Le livre des orchidées, Le voleur d'orchidées existe pour vrai. Charlie Kaufman, c'est le vrai scénariste de l'histoire. Donald, par contre, c'est une création. Et vous allez voir, il y a un truc qui est fou avec ce personnage-là qui n'existe pas vraiment, mais qui existe presque. C'est que le film avance. Au début, ça a l'air juste d'un film classique. Mais plus ça avance, plus tu te rends compte que merde, ce film-là se crée lui-même dans son film. C'est un film sur les personnes qui font le film. Donc, évidemment, c'est pas les vraies personnes qui jouent dedans. Mais, c'est tellement dur à expliquer, mais je m'attendais tellement pas à une dinguerie comme ça. Je sais pas comment le décrire. C'est ça, ça me pèse les couilles, je sais pas comment décrire ce film-là. Ça brise des murs de fou. Ça me fait chier de pouvoir mieux, de pouvoir plus en dire, parce que si on dit plus, ça va spoil. Mais ça, c'est juste que dans ce film-là, la réalité et la fiction se brouillent. Il y a un moment où tu te rends compte que le film se crée lui-même. C'est... Et donc après, j'étais curieux, j'ai vu John Malkovich, que j'ai failli mettre dans la vidéo, mais je me suis dit ça fait un peu doublon, même si c'est quand même une histoire assez originale aussi. Il y a, donc c'est John Malkovich. T'as un mec, il trouve une place, un trou, où quand tu rentres dedans,
tu rentres dans l'esprit de John Malkovich. Et là, ça te part en couille. C'est fou. C'est fou. Et là, ben, j'ai remarqué que j'avais tous vu les films de Spike Jonze. Donc j'ai été curieux et j'ai vu que Kaufman a fait un film lui aussi, Synecdoche New York. Donc j'ai très hâte de le voir. J'ai entendu que c'était un truc encore plus méta. Méta, c'est le nom pour dire que quelque chose est. Quelque chose qui joue entre la fiction et la réalité. C'est la meilleure manière pour moi de vous décrire Adaptation. C'est. Personne n'a jamais pensé à une idée comme ça avant 2002. Personne ne va penser à une idée comme ça après. Parce que sinon, ça serait du vol. Mais c'est une folie. Et ce qui est plus fou, c'est que c'est même pas le top 1. Parce que le top 1, c'est un film de Tom Tykwer qui a déjà fait, Perfume, que j'aurais pu aussi mettre ici. Et Cloud Atlas, que j'aurais aussi pu mettre ici. Parce que c'est deux films que je trouve absolument fous. Il y en a un qui ça parle d'un parfumier, d'un mec d'un nez qui a une très très bonne odeur et qui fait des dingueries avec ça. Et de l'autre côté, l'autre film qu'il a fait avec les sœurs Wachowski, donc ceux qui ont fait Matrix, qui est une longue. Et c'est les mêmes acteurs qui jouent des rôles différents dans plusieurs époques. C'est une dinguerie. Mais de tous ces films-là, il y en a un que je trouve qui est le plus ingénieux de tous, et qui est un film allemand, parce qu'à la base, Tom Tykwer est allemand. Ron Lola Ron, ou Cour Lola Cour, ou Rent Lola Rent. Cour Lola Cour est un film à sensation vertigineuse où un couple n'a plus que quelques minutes pour changer son destin. Lola a reçu un appel désespéré de Manny, son amoureux, qui vient de perdre une petite fortune appartenant à un gangster. Pour sauver l'homme de sa vie, Lola doit trouver 100 000 marks, donc ça c'est l'argent allemand à l'époque, en 20 minutes. Au rythme hallucinant d'une musique techno, la musique est folle dans ce film-là. Ron Lola Ron est une véritable course qui fouette les sens et fait monter la pression comme un marathon olympique. Donc on est encore sur un film qui est très court, 1h21. Mais ce qui est fou, c'est, en fait, dit comme ça a un peu un truc similaire à Rashomon, mais de manière différente. Rashomon, c'est 3 fois la même histoire, nommée différemment. Mais dans Cour la Cour, qui est un peu. On peut se dire c'est juste en quelques minutes qu'on sait que ça dure 1h20. Mais en fait, c'est parce que l'histoire recommence 3 fois. La même histoire, le gars il a perdu de la thune, sa blonde doit aller en chercher. Il y a 3 scénarios qui arrivent sur. Il commence sur ce principe-là, puis ça va dans 3 directions. Et c'est un peu fait comme un jeu vidéo, parce que première vie, après il meurt. Deuxième vie, il arrive encore un truc. Et troisième vie, ouais, donc il y a littéralement 3 vies. Quand une vie est perdue, il y a une autre qui recommence. C'est un film de jeu vidéo sans être adapté d'un jeu vidéo. Et en jeu vidéo, ça marcherait pas parce que ça serait classique, mais en film, c'est fou. Il y a de la musique techno de furieux, comme j'ai dit. Il y a de la. Comment dire. Il y a. Ben, comme les principes de judo, ça je l'ai dit. Mais il y a aussi un peu d'animation. L'animation, les mouvements de caméra, c'est genre de film, un peu comme Rashomon, où c'est pas l'histoire en tant que telle qui est formidable, ou même Magnolia en fait. Même The Raid, attends que j'y pense, il y a juste Tampopo puis Adaptation que c'est l'histoire. Parce que Ron Ron, Rashomon, The Raid et Magnolia, c'est pas tant l'histoire en soi qui est folle, c'est comment c'est exécuté. Dans Magnolia, c'est la grande fresque d'une ville sur 3 heures. Dans The Raid, c'est l'action effrénée où t'as une troupe de police qui monte une tour. Dans Rashomon, c'est une histoire classique qui m'est racontée de manière différente. Et dans Ron Ron, c'est 3 versions d'une même histoire, mais pas dans le sens que raconté par 3 différentes personnes, c'est un chemin foire, il y en a un deuxième, un autre chemin, il faut aussi, il y en a un troisième. Et à chaque fois, on voit des scènes similaires, mais un petit peu différentes, puis ces petites affaires-là changent toute la fin, donc c'est un peu l'effet papillon. Voilà, il y a l'effet Rashomon, qui a été créé avec Rashomon, mais l'effet papillon, qui n'a pas été créé par Ron, parce que c'est quand même juste un film de 98. Adaptation, c'est 2002, maintenant que je suis là-dedans, donc c'est que des films qui ont plus de 15 ans. Mais voilà, ce qui est fou, c'est le dynamisme. C'est 1h20, fait que ça va super vite. Puis voilà, le principe un peu vidéoludique, sans être vraiment vidéoludique, c'est. Voilà.
Je peux pas dire mieux. C'est... Voilà, je vais pas répéter, c'est fou. Donc voilà, merci d'avoir écouté ces recommandations. Donc je rappelle les recommandations au niveau de la musique. Shango Ellen, Lilo Magic Orchestra, X-Love, Jaehyun, Johnny Win et Ali. Et niveau film, Tampopo, Magnolia, The Raid, Rashomon, Adaptation et Lonaron. Ça pourrait être le genre de vidéo qui pourrait revenir si, admettons, je trouve d'autres films, si je trouve d'autres artistes. Admettons, j'ai failli mettre aussi Moulin Rouge de Baz Luhrmann, mais je me suis dit que c'était quand même assez connu. Mais c'est quand même mon 5 étoiles le plus étonnant de tous les temps. Je m'attendais à donner 3,5, 4, j'ai mis 5. Donc, juste pour ça, il fallait que je le mentionne. Avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. Et John Leguizamo, je pense aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose de particulier, mais ça, peut-être pour une prochaine, on verra. Mais justement, en parlant de prochain, la semaine prochaine, qu'est-ce que ça va être? Je suis encore pas certain, mais j'ai deux trucs. Soit une des personnes que je vais interviewer accepte. En fait, elle a déjà accepté. Ça veut juste savoir si ça va être cette fin de semaine, la semaine d'après ou quand. C'est quelque part en mai. C'est peut-être pas la semaine prochaine, mais c'est quelque part en mai. Là, on est le 4. Il reste le 11, 18 et 25. C'est quelque part dans cette date-là, la vidéo. Il va y avoir une nouvelle entrevue, un nouveau hors de l'ordinaire. Soyez-en sûrs. Mais si c'est pas ça qui arrive, et je vous l'ai promis la semaine dernière, même s'il n'y en a pas beaucoup, je vais faire la 4e vidéo des commentaires parce que je pensais que ça s'était amélioré, mais c'est pas le cas. Donc la semaine prochaine, c'est soit une entrevue, soit lecture de commentaires numéro 4. Donc j'espère que vous avez aimé, aimé, si peut-être vous ne les connaissez pas encore, mais j'espère que vous allez aimer les recommandations que je vous ai faites. C'est sûr que tout écouter, tout regarder, ça peut paraître beaucoup. Allez avec ce qui vous intéresse. Si vous êtes dans l'intensité, allez avec Johnny Win. Si vous êtes dans l'originalité des films, allez avec à peu près tout, en fait. C'est tous des films pour quelque chose de très, très unique. Mais admettons, vous êtes dans l'action, ben vous voulez prendre The Raid. Si vous voulez quelque chose qui brise la réalité, allez avec Adaptation. Bref, il y en a pour tout le monde. Moi, j'ai tout adoré. Peut-être que vous allez mettre 3 Adaptation, mais 5 comme moi à Magnolia. Ça reste à voir. Les goûts et les couleurs, c'est ce qui fait que la Terre est belle, des fois. C'est le fait que personne est du même avis. Et s'il vous plaît, pensez pas que c'est une obligation d'aller les voir. Mais ce que je veux vous dire, c'est simplement essayer de découvrir. Moi, je suis énormément fan de K-pop et regardez, il y a seulement 2 artistes de K-pop là-dedans. Mais mes chansons préférées des 2 dernières années sont des chansons qui sont pas de K-pop. Donc, ouvrez-vous à des choses qui peuvent vous sortir de la zone de confort, que ce soit culturellement ou même moi, avec ma masso, ma réflexion, techniquement, je me suis mis à nu. Hein. Enfin, ben oui, sur la table, je me suis mis à nu pour me faire masser, mais voilà! Ce que je veux dire, c'est que sortir de cette zone de confort, ça va nous faire découvrir des choses folles, que ce soit dans une moindre mesure avec des films, des séries, ou des séries, on ne peut pas parler, mais de films ou de musique, ou complètement avec des défis. Des défis dans la vraie vie, ça peut paraître fou, et voilà. Donc bon, là, je me rends compte que la vidéo est beaucoup trop longue, 48 minutes. Je vous ai parlé de films, de séries, de films et de musique. J'espère que vous n'avez pas fait une indigestion. Si vous avez Letterboxd, allez voir les films. Si vous êtes des musiciens, des passionnés de musique, allez écouter ce que je vous ai donné comme suggestion. Prenez ce qui vous plaît. Et la semaine prochaine, pour soit une entrevue, soit les commentaires. Sachant en espérant que la semaine d'après, ce soit l'autre. Voilà.